Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Pour vous présenter cette édition, je suis Mamadou Oumfa et comme d'habitude, Rosine Mounezero est avec moi pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, on reparle d'Ebola en République démocratique du Congo. Une semaine seulement après avoir déclaré la fin de l'épidémie dans la province de l'Équateur, de nouveaux cas de cette fièvre ont été confirmés dans le nord Kivu. Les autorités sont mobilisées. On a été à Mangina, c'est l'épicentre, donc nous avons été là-bas pour mettre en place toutes les composantes de la riposte. C'est une riposte qui doit être bien systématique, avec des commissions de prise en charge, surveillance, prévention. Nous le verrons, cette mobilisation est cruciale parce que c'est une maladie pas comme les autres, une maladie inhabituelle même pour les personnels de santé. Je déconseille à tous les centres de la place de vouloir prendre la place de l'hôpital général des références. Ça, c'est le message que je lance à tous les confrères de la ville parce que la prise en charge est complexe. L'État a une politique de prise en charge et nous tous devons nous soumettre à cette politique. Et nous écouterons les réactions des populations sur le terrain. Comme nous sommes dans une ville cosmopolite, nous appelons ce gouvernement qui nous mette les hommes qui sont spécialisés en hygiène dans des périphéries, dans des quartiers pour que cette maladie ne nous attaque pas et nous contamine. Dans cette édition, nous faisons le point de la situation sur place et nous évoquerons les premières mesures de riposte contre l'épidémie. Ce sera après l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et l'actualité cette semaine, c'est avec Félix Yepassis Zembro. Bonjour Félix. Bonjour Mohamedou. C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui est célébrée comme chaque année du 1er au 7 août. Un nouveau rapport de l'UNICEF et de l'OMS indique que 3 enfants sur 5 ne sont pas allaités au lait maternel dans l'heure qui suit leur naissance. Alors Félix, pourquoi cela? Oui, le rapport de l'UNICEF et de l'OMS qui s'intitule Saisir le moment analyse les données de 76 pays et constate que trop de nouveau-nés attendent trop longtemps d'être allaités, et ce pour différentes raisons. Par exemple, les mamans sont séparées de leurs enfants à la naissance parce que l'entourage veut porter le nouveau-né, célébrer son arrivée ou les soumettre à des cérémonies traditionnelles et coutumières. Parfois aussi, c'est parce que l'enfant est né par la césarienne et la maman n'est pas dans les conditions physiologiques pour allaiter l'enfant. Dans d'autres cas, et par ignorance, la maman ou les proches du nouveau-né choisissent de nourrir l'enfant avec autre chose que le lait maternel. Et c'est souvent dans l'indifférence ou avec le consentement du personnel hospitalier qui n'est pas assez formé et outillé pour savoir que le lait maternel est très utile pour le nouveau-né et encore plus utile dans l'heure qui suit sa naissance. Et justement, Félix, c'est quoi l'utilité du lait maternel pour le nouveau-né et surtout dans l'heure qui suit sa naissance? Les spécialistes expliquent en fait que vers la fin de sa grossesse ou après la naissance de son enfant, la mère produit un type de lait qu'on appelle le colostrum. C'est une sécrétion lactée jaunâtre et épaisse, produite en petite quantité seulement pendant quelques jours. Ce lait jaunâtre a plusieurs avantages. Il possède de nombreuses protéines et notamment des immunoglobulines qui protègent l'enfant contre les infections. Ce lait joue un rôle anti-infectieux. C'est une sorte de vaccin qui fournit des anticorps. Il protège et facilite la croissance des organes, notamment du tube digestif. Le colostrum permet aussi de faciliter le transit du bébé, c'est-à-dire d'évacuer les selles du bébé. Mais au-delà du colostrum, l'OMS recommande d'allaiter le nouveau-né exclusivement au lait maternel pendant les 6 premiers mois de leur vie parce que le lait maternel aide à la croissance de l'enfant et le protège contre les maladies infectieuses chroniques. Le rapport note d'ailleurs que les enfants qui ne sont pas allaités dès la première heure suivant la naissance ont un risque de mortalité 33 fois plus élevé que ceux qui ont été allaités. C'est dire toute son importance. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Parlons maintenant de la journée mondiale contre l'hépatite. C'était le 28 juillet dernier. Il faut rappeler, Félix, que cette maladie touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Oui, enfin, les hépatites B et C, par exemple, comptent parmi les causes premières du cancer du foie qui entraîne 1,34 million de décès chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette année, le thème de la célébration était « Agir contre l'hépatite, dépister, traiter ». Occasion de rappeler que le dépistage reste la première chance de guérir des hépatites. Au moins 60% des cas de cancer du foie sont dus à un dépistage et un traitement tardif de ces infections.
La faible couverture du dépistage et des traitements est la principale lacune à combler pour atteindre les objectifs mondiaux d'élimination d'ici à 2030. Cette journée a aussi été l'occasion de mettre en lumière les solutions novatrices et les partenariats qui doivent être mis en œuvre pour renforcer les services de dépistage et de traitement de l'hépatite. Il faut dire, Félix, que le principal défi dans cette lutte reste le coût d'accès au traitement. Effectivement, les traitements contre les hépatites chroniques, en particulier les nouveaux traitements contre l'hépatite C et les soins dispensés aux malades atteints de cirrhose ou de cancer, sont actuellement inabordables pour beaucoup de personnes. Le Cameroun, par exemple, qui fait partie des 17 pays les plus touchés dans le monde, les prises en charge peuvent s'élever à 10 fois le salaire minimum, et ce, malgré la baisse en janvier 2018 des prix des médicaments par le ministère de la Santé. Pour réduire les coûts, l'OMS propose des systèmes de financement public de la santé qui dépendent des recettes dérivant des impôts généraux et ou des prélèvements sur les salaires au titre des cotisations obligatoires à l'assurance maladie. Merci Félix. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Le 24 juillet dernier, les autorités congolaises annonçaient la fin de la 9e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. Une semaine plus tard, une vingtaine de cas de fièvre sont signalés dans le Nord Kivu, une autre province située à plus de 2500 km de la province de l'Équateur. 4 cas ont déjà été confirmés en laboratoire comme étant des cas de fièvre à virus Ebola. Même si la maladie est bien connue dans le pays, elle reste redoutable pour tous, y compris le personnel sanitaire. Notre correspondant dans le Nord Kivu, Erika Smouissi, a rencontré le docteur Moutaza Lusongu Baba, médecin généraliste et praticien à la clinique Imagerie. Il parle de la maladie et invite ses confrères médecins à beaucoup de prudence. Docteur Moutaza Lusongu Baba, bonjour. Bonjour. Béni frappé par la maladie à virus Ebola. Quel danger? Un grand danger, quand même. Mais ça n'explique pas que nous soyons confiants. Vous savez, la maladie à virus Ebola, comme on le dit, c'est une maladie qui fait partie de ce qu'on appelle des fièvres hémorragiques virales. Alors, c'est-à-dire que ces virus-là, une fois dans le corps, il entraîne la fièvre, mais aussi les hémorragies. C'est-à-dire qu'il y a les hémorragies externes et internes. Ce qui fait que souvent, les patients ils vont mourir dans un tableau de choc parce qu'il est en anémie et tout cela. Voilà un peu ce qu'on appelle la maladie à virus Ebola. Béni fait face à cette maladie aujourd'hui. Est-ce que les populations sont menacées? Menacées, je dirais directement non. Indirectement, oui. Pourquoi directement non? Parce qu'il y a quand même un bouclier, n'est-ce pas, que les gouvernements central, provincial et même la municipalité déploient pour protéger la population. Donc, elle doit rester confiante. Indirectement, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui limiter les allées et venues de la zone ou de l'épicentre de l'épidémie. Oui. Si vous êtes arrivé de recevoir ces genres de cas un jour, une fois, comment vous procédez au traitement de ces malades? Mais ce qu'il faut comprendre déjà, c'est on ne peut pas prendre, et ça je déconseille à tous les centres de la place, de vouloir prendre la place de l'hôpital général des références. Ah non. Il faut laisser l'État à une politique de prise en charge et nous tous, nous devons nous soumettre à cette politique. Et donc, ça, c'est le message que je lance à tous les confrères de la ville. S'ils sont devant un cas pareil, ils n'ont pas droit, non, c'est pas éthique, ça sera pas professionnel de retenir ces cas. Parce que la prise en charge est complexe. La première chose, il faut comprendre, c'est une maladie virale. Et comme c'est viral, n'est-ce pas, la contamination est trop rapide. On se contamine directement en entrant en contact avec la personne malade, mais aussi indirectement à travers la salive, à travers la sueur, à travers les laits maternels, à travers même les spermes, les sécrétions vaginales, les sangs aussi. Toutes ces choses font que la chaîne de contamination peut facilement s'agrandir. Mais n'oubliez pas aussi, même les cadavres restent contaminants, ils restent contagieux. Et donc c'est un vrai problème. Donc devant un cas pareil, l'unique chose à faire, n'est-ce pas, c'est isoler les malades. Contacter l'hôpital général de référence, le médecin chef de zone, il a dit, et ils vont se charger, n'est-ce pas, de l'acheminement ou de la logistique pour ramener cette personne qui doit être isolée, et c'est là qu'il va recevoir les soins nécessaires. Oui. En termes de règles d'hygiène pour faire face à cette maladie?
une prévention primaire. Le chef de zone en a parlé. Il faut éviter le contact direct. Saluer les mains, c'est pas bien. Il faut toujours se laver les mains. Ok? Il faut se laver les mains. Pour tout ce qu'on veut poser comme acte, il faut se laver les mains. Et voilà, quoi. Ouais. Voilà, peut-être un dernier message à la population de Béni touchée par aussi cette maladie à virus Ebola. Je suis là pour rassurer la population. On a critiqué les gouvernements sur beaucoup de plans, mais moi je sais, et j'y vois tous les jours, sur les plans sanitaires, notre pays est vraiment organisé. Les femmes qui reçoivent les vaccins savent et ne payent presque rien, et le gouvernement se donne pour ça. Et en plus, ce n'est pas la première fois que notre pays fait face à cette épidémie. Donc le gouvernement, il a l'arsenal nécessaire. Et comme toutes les autorités politico-administratives, même sanitaires, sont mobilisées, depuis les sommets jusqu'ici au niveau de la ville, je pense que tout sera en place. N'est-ce pas, déjà, nous a donné aujourd'hui les dépliants, n'est-ce pas, pour vulgariser les messages. Il y a une équipe de laboratoire mobile qui sera ici, et tout est fait de telle sorte que l'épidémie soit éradiquée. Donc, nous devons rester confiants. Ouais. Docteur Baba Moutouza, merci. C'est moi qui vous remercie. Ouais. C'était le docteur Moutaza Lusongo Baba, médecin généraliste et praticien à la clinique imagerie de Béni, dans le Nord Kivu. Il était au micro de notre correspondant, Erikas Mouissi. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Au lendemain de la confirmation des cas de fièvre Ebola par l'Institut national de recherche biomédicale, le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, est descendu sur le terrain. Il a annoncé qu'une équipe d'experts a été déployée sur le terrain et qu'un plan de riposte est en cours. Ces propos ont été recueillis par Erikas Mouissi. Je crois que on a été sur le terrain, on a été à Mangina. Mangina, c'est l'épicentre. Donc nous avons été là-bas pour justement mettre en place, voir les dispositifs qui sont en place pour mettre en place toutes les composantes de la riposte. Donc la riposte de l'épidémie, c'est une riposte qui doit être bien systématique, avec des commissions mettre en place, prise en charge, surveillance, prévention et surveillance épidémiologique. C'est tous ces éléments-là que nous sommes allés mettre en place. On a laissé des experts sur place qui vont dès à présent, qui sont à pied d'œuvre pour coordonner la riposte. Absolument. Donc, dans les composantes de la riposte, vous savez que depuis l'épidémie à l'Équateur, nous avons dans la riposte une composante vaccination. Mais l'option de la vaccination est toujours levée à partir du moment où on a l'identification précise de la nature du virus. Alors on sait quel est le vaccin le plus approprié pour justement casser la chaîne de transmission. Quel est le message que vous avez pour toute cette population qui vit dans ce coin des territoires de Béni? Deux messages. Le premier, c'est de ne pas céder à la panique, de rester calme avec le gouverneur. Le gouvernement s'occupe d'eux. Nous allons les prendre en charge, qui restent chez eux. Nous allons acheminer chez eux à la maison tout ce qu'il faut comme prise en charge, comme traitement pour protéger la population. Deuxième message, c'est leur demander de respecter les mesures d'hygiène. Dans les mesures d'hygiène, donc ne pas se serrer la main. Ça, c'est déjà un élément important. Mesures d'hygiène, se laver toujours les mains avec de l'eau chlorée. Et à partir de maintenant, il faut que les enterrements soient dignes et sécurisés, dans le respect de nos traditions, mais il faut aussi prévenir, prendre une série de mesures pour que chaque enterrement soit sécurisé. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important, les deux messages importants à la population. Je pense que quand il y a des problèmes de santé, on doit oublier la sorcellerie. Il faut d'abord y avoir une réponse médicale à tous ces problèmes de santé. Je crois qu'il faut se dire aussi qu'on pense que l'épicentre est vraiment à Mangina, d'où nous venons. Je crois que la population des alentours doit rester calme. On va vraiment organiser une riposte qui va protéger toute la population de Béni et toute la population aussi de toutes les aires voisines. C'est une riposte qui sera vraiment globale. Le Nord Kivu est une zone instable en proie à des attaques des bandes armées. Pour vaincre l'épidémie, il faudra aussi compter sur l'appui de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. David Gressly, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, confirme l'appui de cette organisation dans la lutte contre l'épidémie. Ces propos également ont été recueillis par Erikas Mouissi. La MONUSCO va accompagner cette riposte. On va donner surtout une assistance logistique sur le côté logistique et s'il y a un besoin, un appui sur le côté sécuritaire.
Donc nous sommes là pour écouter, pour savoir plus les besoins. Et une fois que nous avons tous ces détails, on va commencer la mise en œuvre de notre appui. Je suis venu avec une équipe de Goma et de Kinshasa et aussi avec les humanitaires qui sont venus aussi de voir comment on peut organiser ça le plus rapidement possible. Mais comme je disais, je veux saluer, féliciter la réponse du ministre de Santé pour la réponse déjà qu'on peut nommer comme une réponse rapide. Écoutons à présent les avis des populations de Beni qui se trouvent à seulement une trentaine de kilomètres de Mangina, l'épicentre de l'épidémie. Entre inquiétude, panique et instinct de survie, elles espèrent pour la plupart que le gouvernement réussira à maîtriser rapidement l'épidémie. Lorsque les gens quittent Mangina vers la ville de Beni, nécessairement, il faut déjà qu'il y ait des services techniques pour voir si certaines personnes ne sont pas contaminées, pour éviter cette contamination dans la ville de Beni actuellement. Ça, c'est une des mesures. Et même les produits à consommer aussi, déjà dès l'entrée, il faut déjà qu'il y ait certains services publics. Et là, je remercie l'État congolais parce qu'actuellement, on a suivi qu'il y a déjà des services, des services médicaux en provenance de Kinshasa, de Goma. Il y a déjà certaines personnalités qui sont déjà à la ville de Beni actuellement. Que l'État, les gouvernements nous viennent en assistance, surtout en équipement des personnels pour que nous voyions la visibilité des éléments la situation sanitaire dans notre ville, surtout que la santé prime sur toute chose. C'est pourquoi nous sommes en train de les appeler vite et qu'ils s'impliquent dans la situation. Comme nous sommes dans une ville cosmopolite et surtout et ses environs, nous appelons même à ce gouvernement qui nous mettent les hommes qui sont spécialisés en hygiène, qui soient dans des périphéries, dans des quartiers avec les éléments sanitaires pour qu'à chaque fois accompagner les gens et sensibiliser pour que cette maladie ne nous attaque pas et nous contamine. Il ne faudrait pas que le panique, il ne faudrait pas non plus qu'on cède à une certaine anxiété. Mais tout ce qu'on doit savoir, c'est que cette maladie se transmet par contact. Même à Beni, on ne peut pas savoir qui est porteur du virus parce qu'il y a un mois, il était à Mangina, ou il y a une semaine, il est allé participer à tel ou tel autre enterrement. Mais dans toute la zone, on doit s'employer à respecter les normes élémentaires. Par exemple, les salutations par la main, le coup de tête, tout ça, on doit essayer de limiter, étant donné que la maladie se transmet soit par le sang, soit par les liquides corporels. Et donc, tout ce que l'on est en train de nous conseiller, ce sont les mesures d'hygiène strictes. Le lavage de mains avec le savon doit vraiment être fréquent. Vous savez, la population de Beni a traversé des moments difficiles. 4 ans durant qu'on est dans le massacre. Alors, l'épidémie, c'est une autre façon, n'est-ce pas, de tuer cette population. C'est une autre façon de nous perdre certaines âmes qui nous sont chères. Et c'est pourquoi nous en profitons également de lancer un cri d'alarme au gouvernement. Nous essayons aussi de laver nos mains et de ne pas saluer nos proches chaque matin. Donc nous saluons pas comme à l'africaine, comme nous le faisons, nous les embrassons pas, nous les disons juste bonjour et nous lavons les mains chaque jour, chaque instant. C'était donc les réactions de quelques habitants de Beni dans le Nord Kivu, des réactions recueillies par notre correspondant Erikas Mouissi. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Amangenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Ngenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. J'aimerais savoir s'il y a des sanctions à l'encontre de personnes de santé qui, après avoir fait un test de dépistage, et après cela, ils ont l'habitude de divulguer les informations et transmettre ces informations à leurs proches. Et je voudrais savoir s'il y a une sanction prévue pour ce genre de comportement. Le secret médical
ou professionnelle a pour but d'instaurer et de maintenir la confiance indispensable à la bonne prise en charge des patients. Car toute personne prise en charge par un médecin ou par une formation sanitaire a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations qui la concernent. Le personnel de santé a de ce fait une obligation morale, légale et déontologique de conserver dans le secret absolu des informations confidentielles qui sont parvenues à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession. Ainsi, par exemple, toute personne qui va divulguer des informations qu'il a pu obtenir, par exemple sur la séropositivité d'un patient, toute personne qui, à l'issue par exemple d'un test, un test sérologique, a connaissance des résultats et va divulguer ces informations-là dans son entourage, risque des sanctions parce qu'il aura violé le secret professionnel, il aura violé le secret médical. Il court notamment 2 sanctions. La première sanction est l'infraction et la condamnation pénale qui peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et des millions de francs d'amende. La deuxième sanction est la sanction disciplinaire ordinale, car c'est une faute professionnelle de divulguer des informations qui rentrent dans le cadre du secret professionnel, du secret médical. Donc, cette personne aura des sanctions disciplinaires ordinales. Et ces sanctions peuvent aller du simple blâme à, je voulais dire, ces sanctions peuvent aller de l'avertissement en passant par le blâme jusqu'à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession. Voilà ce que je pourrais répondre à cet auditeur qui voudrait savoir les conséquences encourues par une personne qui divulgue des informations couvertes par le secret professionnel, le secret médical. Alors, c'est qui nous appelle? Dites-nous votre nom, présentez-vous et c'est qui nous appelle? Moi, c'est Jean-Claude. Ok, Jean-Claude, vous nous appelez d'où? Je suis à Burkina Faso. Vous nous appelez de Burkina Faso. Vous avez une question à poser à l'expert? Oui, bien sûr. Allez-y. Ok, maintenant, je voulais savoir, est-ce que les dates là, est-ce que c'est soignable? Parce que moi, je traite ça depuis, mais il y a toujours des taches sur ma peau. Et en plus de ça, chaque matin quand je fais mon bain, mon corps la gratte au moins une quinzaine à 20 minutes comme ça. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est la nicotine qui est à l'origine de cela? Parce que moi, je fumais, mais j'ai essayé d'arrêter et je ne sens plus le type là, les façons de gratter là. Je ne les ressens plus comme ça. Je voulais savoir, est-ce que la nicotine est la cause? D'accord. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir appelé. Docteur Nguyenkap est là pour vous répondre. Ok, je serai à l'écoute. Jean-Claude appelle du Burkina Faso et signale qu'il souffre de dartre. Il voudrait savoir si cette dartre est en rapport avec son tabagisme et notamment la nicotine puisqu'il fume. Il informe également que cette dartre lui procure énormément de démangeaisons. Ce que je peux dire à Jean-Claude, c'est que la dartre très souvent est en rapport avec des lésions cutanées bénignes sous forme de multiples petites plaques qui blanchissent assez souvent au soleil. La dartre a souvent une origine mycosique, à savoir un rapport avec des champignons. Son évolution est tout à fait satisfaisante puisque très souvent la guérison est spontanée. Il signale beaucoup de démangeaisons qui accompagnent cette dartre-là. Il faudrait savoir si on est réellement en présence d'une dartre et non d'un eczéma, parce que la dartre, très souvent, les lésions de dartre, très souvent, ne démangent pas, contrairement à ce qu'il affirme. Mais c'est pour ça que je crois qu'il est important qu'il puisse consulter un médecin, sinon un dermatologue, pour faire le diagnostic précis, savoir si on est en présence d'une dartre ou si on est en présence tout simplement de lésions de type eczéma,
qui peuvent être en rapport avec une allergie par exemple. Et en attendant, il est souhaitable qu'ils puissent entretenir, du moins lutter contre la sécheresse de ces lésions en utilisant une crème hydratante. Quant à savoir si les lésions de dartre qu'ils présentent ont un rapport avec la nicotine, il faut savoir que tout ce qui provoque une sécheresse cutanée peut entretenir les lésions de dartre. Et à ce sujet, le tabagisme peut effectivement entretenir les lésions de type dartre s'il s'avère qu'il a effectivement de la dartre. Mais en dehors de ce phénomène de sécheresse cutanée, la nicotine, le tabagisme ne provoquerait pas la dartre puisque très souvent la cause initiale est une infection par un champignon. Voilà ce que je pouvais apporter à Jean-Claude qui appelle du Burkina Faso concernant sa question sur son problème de dartre associé parfois à un problème de nicotine puisqu'il est également tabagique. Bonjour docteur, je suis Ornélie Moulamba de Beni en République démocratique du Congo. Dans nombreuses familles, souvent en Afrique, l'on observe une différence dans la ressemblance des enfants sur le plan physionomique. Tantôt l'enfant ressemble à la maman, tantôt au papa. Qu'est-ce qui est souvent à la base de cette différence? Ce que je peux répondre est que la différence physionomique que l'on observe chez les enfants d'une même famille, d'un même couple, est essentiellement liée au fait que, en dehors des vrais jumeaux, à savoir des jumeaux monozygotes, les enfants, bien qu'étant issus d'une même famille, d'un même père ou d'une même mère, ne reçoivent pas forcément le même patrimoine génétique de leurs parents. Ils auront, de ce fait, du moins ces enfants, auront une physionomie très souvent différente, à savoir une différence dans la couleur des yeux, une différence dans la forme du nez, dans la forme de la bouche, dans la texture des cheveux, bref, une différence dans la constitution de leur visage. Avec toutefois la persistance d'un trait familial que l'on peut bien observer. La transmission du patrimoine génétique à chaque enfant est un fait du hasard et s'inscrit dans une espèce de loterie familiale, une espèce de tirage au sort au sein de la famille. Ce n'est ni le fait du père, ce n'est ni le fait de la mère, ça repose essentiellement sur un fait de hasard. Si vous aussi, vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous informons également qu'il existe une version télé de ce programme. Elle est diffusée tous les mercredis sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Vous pouvez aussi regarder et télécharger toutes nos émissions sur voaafrique.com. Et c'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la 10e épidémie d'Ebola qui vient d'être déclarée dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Moutassa Lusungu Baba. Il est médecin généraliste et praticien à la clinique imagerie de Beni, dans le Nord Kivu. Il nous a expliqué les précautions que doivent prendre les populations pour réduire les risques de propagation de la maladie. Nous avons aussi écouté le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Il est descendu sur le terrain pour coordonner la riposte. Nous avons également écouté quelques réactions des habitants de Beni, une ville située à une trentaine de kilomètres seulement de Mangina, l'épicentre de l'épidémie. Nous leur disons merci. Un grand merci à Félix Yepassis Sembrou qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de Karl Salin qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mamadou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.